Une création. Blast. Seul comme toi, un podcast de Lolo Robert, réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos vies quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast, c'est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins, les faire entendre. L'idée, c'est d'être seuls ensemble. Bon, je m'appelle Marguerite. C'est mon deuxième prénom. J'ai dépassé la soixantaine. Et là, je suis un peu dans un moment où il faut que je réapprenne tout de la vie. Épisode 8. Marguerite, une femme sous emprise. C'est pas une solitude où on se sent seul, c'est une solitude où on a été amené sans s'en rendre compte. Parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui m'a enchantée pendant quelques temps, très peu, j'étais le centre du monde, et qui après, et c'est maintenant que je commence à me rendre compte vraiment, ça fait 2-3 ans que je le sais, mais j'arrive à comprendre la chose maintenant, j'ai été manipulée, mon cerveau a été manipulé, comme si une sangsue avait avalé tout ce que je savais faire, que l'autre réfléchissait à ma place, il était devenu un peu moi, et qu'il fallait que moi je sois plus rien, c'est-à-dire simplement une chose dont il s'occupait. Et après je me suis dit, mais après c'est quoi, c'est l'asile ou c'est je saute par la fenêtre? Parce que c'était tellement incompréhensible, ça faisait 20 ans de vie quand même. C'était, il y avait un lien qui s'était créé, qui est très très pervers, pour le coup. C'est un lien qui s'appelle l'emprise. Mais j'ai mis énormément de temps à mettre un nom dessus. Le site Passeport Santé décrit l'emprise psychologique comme une forme de violence, d'ascendance, de manipulation mentale, voire de torture psychique utilisée par une personne sur sa victime pour parvenir à ses fins. C'est un mécanisme souvent progressif, insidieux et récurrent, qui brouille les pistes et finit, dans les cas extrêmes, par dépouiller la victime de son libre arbitre et de sa personnalité. Marguerite avait honte de montrer son appartement. Elle le trouve petit, pas confortable. J'ai insisté. Une pièce, un lit, une table, 2 fenêtres, 4 chaises, des placards vides dans le quartier des Abbesses. Elle ne me propose pas de thé, pas de café. Elle n'y pense pas. Marguerite n'a pas les codes. Manger, boire, dormir, faire du sport, marcher, prendre le métro, mettre de la crème sur sa peau. Elle ne sait pas faire. Tout ça lui inspire un ennui profond. Elle a des mains minuscules, des mains de petite fille. Le corps fragile, les gestes lents. Elle ne comprend pas pourquoi je tiens à l'enregistrer sur sa solitude. Elle pense être hors sujet. Elle retire ses appareils auditifs. L'un des deux n'a plus de pile, ça la perturbe. Je la regarde, lui souris. La solitude est partout dans cet appartement. J'ai face à moi une femme dépossédée d'elle-même. Elle a l'impression de ne plus rien avoir à l'intérieur. J'ai l'image d'une poupée à qui l'on aurait arraché la tête. Son esprit est enfermé quelque part, dans une boîte, dont un homme a la clé. C'est quelqu'un que je ne déteste pas. C'est complètement dingue, puisque je me suis rendu compte aussi que financièrement, il a fait des manipulations qui font que, en fait, je n'avais plus rien à moi. Mais ces manipulations, elles ont été quasi toute la vie où on a été ensemble. En fait, je pense qu'il y a eu 1 an de ce qu'on appelle le love bombing. Donc, on est le centre du monde. Et surtout, j'avais rencontré quelque chose de très particulier, c'est que c'était la première fois que je pouvais mettre sur quelqu'un des mots qu'on mettait sur moi. C'est-à-dire à part, un peu décalé,
Et donc, le soir où on s'est rencontrés, je sais pas si vraiment, il m'a invité à dîner avec lui. Donc, c'était bizarre parce que je me disais, mais c'est pas comme d'habitude. Et il s'est passé un truc quand même très étonnant. On a commencé à parler un peu. Alors déjà, on a pris le même plat, mais on n'a presque pas mangé. On a pris du vin, on a bu notre vin. Et surtout, il s'est mis à me parler en espagnol. Je ne parle pas espagnol. Et de toute façon, je ne me suis pas attachée à comprendre ce qu'il disait parce que ça faisait une musique. C'était très poétique d'une certaine manière parce que il y avait des moments où il était très heureux, quelquefois il avait l'air de réfléchir, quelquefois il était pensif, quelquefois je voyais bien qu'il parlait de moi et il ne me connaissait pas. C'était absolument incroyable. C'était un truc totalement irréel et un truc dans un film. Et à ce moment-là, il y a une dame qui était à ma droite qui me touche l'épaule quand il a fini et qui me dit « Mais vous vous connaissez depuis longtemps ?» Et elle dit « Mais j'ai jamais entendu ça. C'est complètement incroyable. » Et là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens de la salle qui étaient en train de nous regarder. C'est-à-dire qu'on avait créé une espèce de monde et les gens regardaient la scène. Et donc, c'était un peu magique. Et je suis rentrée avec lui. Et d'habitude, bon, voilà, on s'embrasse, je sais pas, il se passe des choses. Et là, c'était un peu bizarre, parce qu'il rigolait, il m'embrassait, mais il rigolait un peu, mais c'était un peu bizarre sa façon de m'embrasser, il n'avait pas l'air très à l'aise. Et puis après, on est allé chez lui, et là, on est arrivé dans une pièce où il y avait un énorme studio, et il y avait un grand lit, un petit lit avec des tas de choses à repasser, et puis 2 œuvres qu'il avait faites lui, qui étaient géniales, en béton, qui étaient assez jolies. Et puis voilà, j'étais là comme ça. Il n'y avait pas vraiment d'endroit à s'asseoir. Je ne pouvais pas m'asseoir sur le linge repassé, et non plus sur le lit qui était un petit peu bas et qui était... Bon, on discute, je ne sais pas si on boit quelque chose, je ne sais pas quoi, mais c'était pas normal. Comme il se passait pas un truc... Puis tout d'un coup, il me dit, bon, on se couche. Je trouvais ça vraiment bizarre. Et après, il me dit... donc je m'approche un peu de lui, etc. Et non, c'était pas possible. Il me dit, bon, on dort. Donc, moi, je me dis, bon, et là, il est 5h du matin, je vais dormir là, et puis après, on verra bien. J'avais pas peur qu'il me viole, hein, parce que vraiment, il n'avait pas l'air d'avoir envie du tout. Et il met la radio en route, France Culture, avec une pièce de théâtre. Donc, à un moment donné, j'éteins la radio, il rallume la radio. Et là, c'était super bizarre, parce qu'il a rallumé la radio, c'est maintenant que je vois le truc, avec un truc... un certain autoritarisme, quoi. Donc je n'ai pas osé ni lui dire non mais attends, tu m'emmerdes, on est à la radio, on va pas... parce que les pièces de théâtre c'est genre on s'endort un peu puis tout d'un coup t'endors oh là camarade machin etc. Et là tu te réveilles avec c'est horrible. Bon, alors j'ai laissé ça. Il dormait avec la lumière de la salle de bain allumée et tout ça me paraissait un peu curieux mais bon, je suis assez tolérante. Donc, il y a eu cette soirée assez étonnante. Après, je le voyais, je ne sais pas si on se voyait tous les jours, mais enfin bon, j'habitais quand même chez moi. Et puis après, j'ai déménagé dans cet appartement. Et ça me semblait un petit peu bizarre, puisqu'en plus, je ne voulais pas habiter avec quelqu'un. Donc, je ne me mettais pas du tout, je ne me projetais pas du tout dans un avenir. Parce que dans toutes les histoires que j'ai vécues, je ne me suis jamais projetée dans un avenir. C'est peut-être ça aussi qui joue là-dedans. Et là, il y avait quelque chose d'un peu magique quand même, mais quand même, quand il m'a dit « tu me poseras pas de questions », j'ai jamais pu échanger plus de 3 phrases. Hein. Donc, avec lui ? Ouais. Je me suis retrouvée, comme je voyais des couples qui n'avaient rien à se dire, et je me suis retrouvée là-dedans. C'est-à-dire qu'une des premières fois que j'ai dîné avec lui, à part celle-ci, la première, donc moi j'avais plein de trucs dans la tête, des sujets, on parle de la vie, donc je parlais d'un truc, il répondait à un truc qui n'avait pas forcément de lien ou qui était autre chose. Je répondais à un truc, c'était terminé. La conversation était terminée. Mais comment t'as fait alors pour rester Mais j'en sais rien. J'en sais rien, parce qu'il m'a emmenée dans un monde où, effectivement,
j'étais encore à ce moment-là le centre du monde. Donc tout ce que je disais, c'était incroyable. Tout ce que je faisais, c'était incroyable. Tout ce que je pensais, c'était incroyable. Toutes les idées que j'avais étaient incroyables. Tout ce que les amis que j'avais étaient incroyables. Tout ce que... Voilà, tout. Je suis à lui. Ce que j'ai est à lui. Ce que je pense est à lui. Comment je m'habille est à lui. Tout. Au début, ça m'amusait parce qu'il disait exactement la chose dont j'avais envie, quoi. Il connaissait tellement bien mes habitudes. C'est ça qui est fascinant. C'est l'espèce de mécanique de ces personnes, cette espèce d'ego. D'un côté, ils ont un ego un peu surdimensionné. Par contre, ils ont un vide, quelque part. Mais ça a été tellement un enveloppement miraculeux, un truc où tu te dis, bah, il n'y a jamais quelqu'un qui peut être comme ça avec toi, à t'encenser tout le temps, à te dire, parce qu'il avait très bien vu mon petit défaut, à te dire que t'es belle et que, bien insistement. Tu te sentais pas belle ? Bon, on me l'a jamais dit énormément, il faut être clair. J'ai d'autres choses, j'ai ma personnalité, j'ai qui je suis, etc. Puis en plus de ça, il me met dans un truc où je vais me faire les ongles, je me laisse pousser les cheveux, je vais chez le coiffeur, je vais chez la manucure, je suis devenue plus fille, disons. C'est pas que je suis un garçon manqué, mais je suis devenue plus fille. Tu sais si tu étais amoureuse ou pas aujourd'hui ? Non, je pense que c'est vraiment un truc d'emprise. Pour tout le monde, on était très très amoureux. On se donnait la main dans la rue, on était... Et comment t'en arrives à te marier avec lui ? Mais c'était aberrant. Je suis mariée avec lui. D'abord, on ne sait pas que c'est très vite, mais on n'a jamais fêté nos anniversaires. J'en ai fait une fois, je reviendrai au mariage après. J'en ai fait une fois pour lui, mais pas avec 250 000 personnes. Et on avait un lieu, c'était pas un problème. Hein. Donc, à un moment donné, j'ai fait son anniversaire. Donc, il était assez surpris. Il y avait des gens qui étaient là, etc. Bon. Et la seule chose qu'il a pu me dire après, c'est tu t'es fait avoir financièrement. Parce qu'il a regardé combien ça avait coûté, et voilà. Et donc, pour le mariage, toutes les choses se passaient de façon bizarre. Mais je ne me disais pas que c'était bizarre. Mais je suis sidérée d'avoir mis autant de temps à réaliser. J'ai beaucoup d'amis et de gens autour de moi qui m'ont dit « Mais on t'a dit des choses, mais tu ne les entendais pas. » Du coup, le mariage, tu te maries avec, tu sais pas comment. Oui, c'est tardivement que je me suis mariée avec lui. Je me suis mariée très bizarrement. Au moment, c'était intéressant que je sois mariée financièrement avec lui. Mais ce mariage a été très bizarre parce que il a dit ben, on fait le mariage tous les deux. Il n'a jamais rien fait pour nous, en tant que fête, je veux dire. Et donc le mariage, il dit mais non, mais ma mère ne viendra pas. Et moi j'ai une famille nombreuse, on est habitué à faire des fêtes pour les mariages, etc. C'est un moment heureux. Et moi j'étais dans l'état où je pouvais exclure toute ma famille d'un truc qui devait être merveilleux. Et je me souviens qu'on a pris comme témoin 2 personnes qu'on ne connaissait pas très bien, parce qu'on n'allait pas prendre des gens qu'on aimait bien et qu'on connaissait, parce que sinon ça faisait un décalage par rapport... Psychologiquement, on n'a jamais parlé de tout ça, puisqu'on ne parlait pas des choses. Et je ne m'en rendais même pas compte. Il n'y avait pas de discussion. Je dis vraiment que c'était 3 phrases maximum. Un aller de moi, un retour de lui, un aller de moi. Terminé. Et Il était gentil avec toi ? globalement, j'avais l'impression, oui. Je ne comprenais pas le... C'est-à-dire que j'avais bien des... Je ne faisais pas le lien entre ces actions que j'avais, qui étaient particulières, dont je me barrais de chez moi, et qui auraient dû me faire me dire, mais attends, on ne se barre pas de chez soi s'il n'y a pas de problème avec la personne. À peine j'étais arrivée dans l'hôtel, je le prévenais que j'étais à tel hôtel et qu'il ne s'inquiète pas. Donc je me barrais de chez moi et je le rassurais après sur un truc dont il n'avait rien à foutre de toute façon. Et il me disait reviens. Et je disais non, t'as qu'à venir. Et voilà, c'était comme ça, comme si de rien n'était. Il venait du coup ? Non, jamais. C'était absurde.
Et dans l'intimité? C'était vide. Et ça aussi, c'est immensément curieux. D'ailleurs, je me rends compte d'un truc, c'est que, en fait, j'ai bien vu sexuellement que les choses qu'il aimait étaient des choses particulières. Je lui faisais des pipes, je voyais bien aussi d'autres choses qui l'intéressaient. Et un jour, je lui ai dit, écoute, il a couché avec moi 2 fois vraiment. Le jour de notre Pâques, c'est le jour de notre mariage. Mais c'était horrible, le jour de notre mariage, j'ai pleuré, quoi. Enfin, j'ai eu des larmes qui coulaient pendant qu'il est rentré et sorti, comme ça. J'ai presque eu mal, alors que j'ai jamais eu mal de ma vie, même le premier jour. Et parce que j'avais quelque chose en moi qui me disait... Quelques jours avant de se marier, il me manquait un truc sur un papier. Je me suis assise à l'extérieur, au lieu de rentrer dans la salle. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai cherché ce papier ? Pourquoi j'ai marié ? Et puis, ça a été comme pour le Pâques, c'est-à-dire qu'on est allé à la mairie, on est allé déjeuner, parce qu'il y avait les témoins, et on est revenu travailler. Et le soir, vous avez fait l'amour? Non, ça s'appelle pas ça. Non, moi un jour je lui ai dit, écoute, je vais pas continuer à te faire des pipes, c'est pas ça, coucher avec quelqu'un. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il était homo. Il m'a toujours dit non. Mais certaines personnes le savaient, donc ils se demandaient pourquoi je me mariais avec lui alors qu'il était homosexuel, donc ils pensaient que je le savais aussi. 20 années à vivre comme ça, sans se poser de questions, sans se parler, sans se toucher. Le truc fou, c'est qu'à aucun moment, Marguerite n'a voulu le quitter. Elle avait de drôles de sensations, mais elle ne les reliait pas. Elle souffrait sans le savoir. Elle était seule, sans jamais l'être. Elle se disait que c'était normal. Pour être plus précise, elle ne se disait rien. Tu te sentais seule dans ta vie intime, le fait de ne pas avoir de rapport Mais même pas, c'est ça qui est absolument incroyable. C'est quelque chose qui était très important dans ma vie. Le sexe? Oui, parce que voilà, c'est tellement simple pour moi, et tellement naturel, et tellement... je sais pas, c'est un partage avec l'autre qui m'a... J'ai jamais eu de mauvaise surprise. Jamais de ma vie. Mais là, avec lui, c'est pas le cas du coup. Bah avec lui, non. Sexuellement, jusqu'au jour où je lui dis, bah on peut pas... j'ai arrêté de faire des pipes parce que... voilà, c'est pas ça d'être à deux. Ah bon ? Bah oui, c'est pas ça d'être ensemble avec quelqu'un. Fin de la conversation. Non, mais j'avais appris entre-temps qu'il était séropo. Quand ça? Assez vite. Parce que depuis que je l'ai rencontré, dès que je l'ai rencontré, il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose, il faut que je te dise quelque chose, il faut que je te dise quelque chose. C'était assez tôt dans notre relation. Et il y a eu quand même des phrases qui étaient passées, effectivement, comme tu me poseras pas de questions, qui étaient un peu étonnantes, mais tout ça, j'ai laissé passer. J'ai dû en avoir des milliers de phrases complètement un peu bizarres. Tu me poseras pas de questions. Moi, j'étais pas du tout dans l'idée de vivre avec lui, hein. Mais j'étais en train de le faire. Mais je ne me projetais absolument pas ce qu'on disait quand on va être vieux, quand machin, quand ça. Jamais j'ai imaginé être vieille avec lui. Ça n'existait pas pour moi. C'est très bizarre. J'étais pas du tout dans la projection. Peut-être que je suis jamais dans la projection parce que les choses m'arrivent. Et la séropositivité? Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai habité chez lui assez vite, un jour j'ai rangé les placards pour mettre des affaires, etc. Je suis tombée sur un paquet de médicaments, des boîtes et des boîtes différentes les unes des autres. Et j'ai vite compris ce qu'il en était. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, il faudrait que je te parle. Et je lui ai demandé s'il était séropositif et il m'a dit oui. C'est ce que je voulais te dire. Et il me dit, si tu veux, on arrête. Et je lui ai dit, non, c'est pas là un problème. Et ça m'a donné des explications sur le fait, pour moi, ça a validé le fait qu'il ait des problèmes, parce que je me suis pas dit il est homosexuel et que homosexuel. Mais je me suis dit, peut-être qu'il a des problèmes, qu'il peut avoir des problèmes dans ses relations sexuelles, quoi.
je me dis, c'est quand même une épée de Damoclès, et il y a eu plusieurs fois où il a failli mourir, quoi. Il a un mental d'une force absolument sidérante, et je pense que ça, c'était un truc qui me fascinait un peu. Petit à petit, avec son mental, avec son intelligence par rapport à la nourriture et le machin, etc., il a réussi à sauver sa vie en sortant de l'hôpital, en allant se nourrir comme il fallait, parce qu'il avait peut-être 1 ou 2 copains qui étaient au courant, qui l'ont aidé. Très peu de gens étaient au courant, mais quand même, il y avait un petit groupe de ses amis qui savaient et qui ne me l'ont jamais dit. Mais d'ailleurs, il y en avait un qui était psychiatre. C'est bizarre, la première fois que je l'ai vu, il me regardait et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Non, non, mais rien. » Donc, il était en train de se poser toutes les questions par rapport à... Lui, il savait qu'il était séropo et homosexuel. Et donc, tu as passé 20 ans avec quelqu'un qui t'adressait 3 phrases, qui était homosexuel et qui t'empêchait de vivre, en fait. Bah, avec qui déjà, j'ai pas eu de vie sexuelle. Il était homosexuel, il était séropositif, ce qui était un truc... au début, j'ai touché la jambe, j'ai touché le bras, ça lui faisait mal. Après, les choses se sont vraiment arrangées parce que il y a des très bons médecins, mais les gens, ils ont vu que je continuais ma vie, que j'avais l'air contente. C'est ça le problème, c'est que les gens m'ont vue heureuse au départ. Après, ça suit son chemin, et après les gens voient que ça déconne plus, mais comme j'étais plus du tout en contact avec mon monde d'avant, enfin en contact à l'écoute, parce que ça paraît ridicule. Ça paraît ridicule quelquefois d'être sous emprise. Mais le nombre de personnes qui ne peuvent pas voir la réalité de ce qu'ils ont vécu est fascinant. Et ça, c'est très compliqué à comprendre pour d'autres gens. C'est très, très, très compliqué à comprendre. Tout se brise il y a 5 ans. D'abord le corps de Marguerite, des chutes à répétition, jusqu'à sa tête. Marguerite est bloquée sur son canapé, ne parvient plus à bouger. Elle y passe plusieurs jours, à essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Elle a mal partout, ne parvient pas à se concentrer, à mettre un pied dehors. Elle réalise l'ampleur des dégâts. Lui a tout, elle n'a plus rien. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que ça met du temps pour sortir de l'histoire, que le maître des horloges, c'est l'autre, parce que c'est toujours lui qui a le pouvoir, que je pourrais me lancer dans une grande bagarre, que je pourrais gagner dans 10 ans, qui ferait que monsieur serait reconnu comme quelqu'un de coupable, mais je ne crois pas. Je ne crois pas en la justice par rapport à ça. J'ai pas la force. Je n'ai pas la force de travailler, je passe d'un truc à l'autre, je n'arrive pas à être cohérente, j'aimerais continuer à réfléchir, mais j'ai la tête qui va trop dans tous les sens pour me remettre sur des choses. Je revois des gens que j'ai pas revus depuis très longtemps parce que je répondais pas, que je commence à revoir. J'avais un monde complètement dingue autour de moi, puisque là où je travaillais, il y avait des 400 personnes, et qu'on faisait des vernissages ou des fêtes tout le temps. Et que si on n'en faisait pas, on allait ailleurs où il y en avait. Et donc par rapport à la solitude. Donc la solitude, c'est peut-être maintenant que je pourrais mettre un mot dessus, dans un sens où maintenant, j'ai peur du monde. Alors, je ne me suis pas sentie seule pendant que j'étais avec... Je pense pas me dire je suis seule, machin. Je voyais plein de trucs qui n'arrivaient pas, mais je voulais pas les voir. Et je les mettais dans le fond de mon panier, là. Dans le fond, du fond, où on trouvait les trucs sur la surdité, qui discutaient ensemble avec les trucs où je vois pas ce qui est en train de se passer. Jusqu'à ce que mon corps me dise bon, moi aussi je lâche, hein. La tête lâche, moi aussi. J'en ai marre. Donc là, j'ai fait énormément de cauchemars. Dès que je suis partie un peu, j'étais chez des amis où je pouvais pas penser au mot divorce, où je pensais que c'était une phase comme ça, et puis que peut-être ça allait recommencer. Et là, j'ai fait les pires cauchemars de ma vie.
Mais là, ça revient maintenant, et ça fait très longtemps que j'en avais pas eu. C'est quoi les cauchemars? Les cauchemars, ça peut être... Bon, je rêvais que on était avec ma voiture au tribunal de justice et qu'on m'amenait dans des couloirs où il y avait quelqu'un qui était vraiment à sa botte, qu'on voulait me faire signer des papiers, et que ces papiers, je me disais, mais non, mais il ne faut pas que je les signe, mais quand même, il faut que je les signe, et comme il ne faut pas que je les signe, et quand même, il faut que je les signe. Parce qu'il me faisait signer des papiers toujours au moment où j'étais le plus pressée, où j'allais à un rendez-vous, j'avais quelque chose à faire. Donc les cauchemars, ça a été, voilà, donc j'étais là, il me poussait un peu signer, comme un banquier m'a poussé un peu à signer une assurance vie, alors que c'était une manipulation pour retrouver de l'argent sur son assurance vie, non, sur son PEA, enfin on s'en fout, sur un PEA. Puis là, quelques temps, tu refais des cauchemars? Et là, oui, ça recommence un peu parce que j'espère que les choses vont s'arranger maintenant. Mais je pense toujours que je suis dans une souricière et que, où que j'aille, je vais me retrouver dans un truc qui est fermé et où il va falloir reculer et réavancer puisque je suis dans une souricière, je suis dans un labyrinthe, je veux dire. Et que donc, ça va taper parce que tout le temps, l'autre va avoir un truc qui sera toujours plus fort que moi. Donc c'est aujourd'hui que tu as peur de lui? Oui, parce que je ne sais pas comment les choses vont finir. Et j'en peux plus, là. Je voudrais que ça s'arrête. J'ai compris. Je lui veux pas de mal. Je voudrais simplement être libérée de ce truc. Mais tout ça est dit, tout ça est écrit. Tout ça, il y a des avocats qui ont signé des papiers entre eux. Mais c'est pas tout signé. J'ai beau avoir lâché sur beaucoup de choses, je voudrais à un moment donné commencer ma vie, ma nouvelle vie. Moi, j'aurais besoin aujourd'hui d'être tout le temps avec quelqu'un pour avancer dans la vie. Pas une personne qui soit dans ma vie, hein, mais qui m'aide à me lever. Je peux passer 3 jours de suite sans bouger de mon lit. Et la seule chose que je vais faire, c'est regarder des trucs sur Internet. Je vais aller chercher des trucs sur la manipulation, sur les viols, sur la guerre. Donc tu es capable de rester des jours sans bouger, sans manger? Oui. Même sans prendre mes médicaments. Quels médicaments? Je prends des médocs. Je suis arrivée à une addiction au truc qui fait perdre la mémoire, là. Comment ça s'appelle? Lexomil. Je ne suis pas en dépression, je suis dans l'anxiété. C'est l'anxiété qui me... J'ai fait une dépression une fois dans ma vie. C'était la première année où j'étais avec une porte de sortie qui s'est ouverte, que je n'ai pas vue. Donc ça veut dire qu'il s'était passé tellement de choses en un an, complètement tordues. Toutes ces choses avec le truc absolument fantastique de voilà, je suis la reine, je suis le centre du monde, et voilà. Et donc je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé à prendre du Lexomil. Je faisais ça qu'avec un médecin. Il y a eu un médecin qui était assez tolérant et peut-être trop, qu'on a laissé en prendre. Et puis j'avais mes petites ordonnances. Et donc je ne m'en rendais même pas compte. Donc j'étais au Lexomil. Alors je me voyais prendre du Lexomil. Un jour j'ai vu, puis il m'a regardé, il me fait un petit regard un petit peu réprobateur comme ça, un peu genre oh comme ça. Et puis là j'avais déjà compris, je me suis dit mais connard, ça va, j'ai pris du Lexomil depuis des années, tu le sais très bien. Et je me suis pas dit ça, je viens de le dire maintenant. Parce que je pensais autrement à ce moment-là. 20 années sous emprise, ça laisse des traces. Invisibles aux yeux de la loi, moi je les vois. Sur les rides de Marguerite, sa voix qui tremble, sa pensée disjonctée, son angoisse de sortir, de changer de quartier, de prendre le métro, de se perdre. Cette solitude dont elle ne parvient pas à sortir. Tout à l'heure, Marguerite appellera son avocate pour ajouter des éléments au dossier. Notre entretien l'a aidée à y voir plus clair. Moi, ma vision est trouble, j'ai mal à la tête.
Mon enregistreur coupe, plus de batterie. J'enlève mon casque. Je regarde l'heure. J'ai un rendez-vous dans 30 minutes à l'autre bout de Paris. J'embrasse Marguerite, la serre dans mes bras et m'en vais. Dans le métro, j'envoie un je t'aime à mon mari. Je remets mon casque, la musique à fond. Je regarde les visages autour de moi, seul dans la foule. Je réalise ma chance. J'expire. Je libère nos cris. Et c'est maintenant que je réalise à quel point l'emprise est horrible. Un grand merci à Marguerite pour sa confiance. Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Et si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous rendre sur le site de Blast, où vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore et éditoriale continue. Une création Blast!